Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va pas être à propos de ma pratique photographique. Je suis en route pour aller rencontrer Renaud qui pratique la photographie au très grand format et qui va nous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est parti! Avec Renaud. Donc Renaud qui pratique la photographie au ultra grand format, c'est ça comme ça qu'on appelle? C'est comme ça qu'on appelle, ou mammouth photographie, on peut appeler ça aussi. Voilà, c'est de la photographie en effet des formats qui dépassent le 20-25 ou le 18-24, on va dire aussi pour le format plus européen. Mais voilà, c'est tout ce qui dépasse ce format qui part dans le 24-30, 30-40, voilà, 40-50 comme aujourd'hui. Il y en a qui pratiquent également le 50-60 sur des chambres pliantes comme ça. Et alors pourquoi toi tu as choisi cette pratique-là et qu'est-ce qui t'a plu dans justement cette pratique qui peut paraître un petit peu complexe au premier abord par rapport à une pratique plus classique au 24-36? J'ai pratiqué du plus classique, vraiment pour refaire un peu l'historique. J'ai commencé en 24-36, je pense comme tout le monde. Je suis tombé sur l'appareil du papa à la cave et ça s'est lancé comme ça il y a une quinzaine d'années. Et j'ai essayé à peu près tout format, je pense, pendant ces 15 ans. J'ai même fait du demi-24-36, donc du 18-24. Et puis très vite, je me suis orienté après le 24-36 sur des moyens formats. Pareil, tout format, 4,5, 6,6, 6,7, 6,8 et 6,9. Et puis j'ai sauté l'étape quand j'étais au Beaux-Arts à Tourcoing lors de mes études, où j'ai vraiment fabriqué mon premier appareil ultra grand format sur base d'un banc de reproduction. Et donc ça me permettait de faire des tirages avec un format de négatif de 50-60. Donc pareil, j'utilisais du papier photographique comme négatif. Et c'est vraiment là que j'ai eu un petit déclic, on va dire, vraiment sur cette quête d'une certaine profondeur de champ, une profondeur dans l'image aussi, et un détail quasi infini, en tout cas qui est vraiment procuré par ce type de négatif très grand format. Donc voilà, l'installation du trépied. Donc un bon vieux Jitsu numéro 5, c'est-à-dire c'est un gros diamètre de pied, on va dire, relativement lourd, et qui permet une bonne stabilité avec une grosse tête aussi PL5 là. C'est le passage un petit peu technique. Je serre ma patte, le contre-écrou, je décale la chambre, je revisse au doigt au maximum et je reviens en force pour la bloquer au maximum. Je vais le refaire un coup. Là, à mon avis, c'est pas assez serré. Voilà. Je la retiens quand même parce qu'il y a quand même un gros poids sur l'avant du pied là. Il risque de plier à tout moment. Hop. Là, on enlève le loquet et on vient coulisser la chambre. C'est un plateau qui vient rigidifier la partie avant de l'appareil, qui empêche l'appareil tout simplement de nouveau se refermer. Et voilà, à partir de là, je peux déplier la chambre. Il y a toujours un petit passage compliqué à la jonction. Voilà, c'est des gros cailloux. Ça fait quelques kilos. Et ça, celui-là, plus particulièrement, c'est une optique d'aviation et donc de reconnaissance ou de cartographie aérienne de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Ross à Londres, le fabricant. Donc ils faisaient des très bonnes optiques, comme Dallmeyer et d'autres. J'enlève l'autre planchette d'adaptation. Voilà, donc elle n'est pas super bien ajustée, c'est fait maison. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc on ouvre plein diaph, ça me servira pour la mise au point. Comme sous l'agrandisseur, de toute façon, c'est toujours pareil. On met toujours plein diaph. Par rapport, parce que malgré tout là on t'a vu avec ton chariot etc. Est-ce que
Moi j'ai l'habitude de dire que dans chaque pratique photographique, dans chaque choix de matériel, il y a forcément des avantages et des contraintes. À part l'encombrement qui est la contrainte évidente de ce genre de pratique, est-ce qu'il y a d'autres contraintes peut-être, je sais pas, techniques, matérielles, même en termes de prix au niveau Oui. de se fournir en matériel? Est-ce que c'est compliqué de se fournir en matériel pour quelqu'un qui voudrait se lancer là aujourd'hui en voyant cette vidéo sur l'ultra large, le format ultra large? À quel point c'est difficile de pouvoir commencer cette pratique? Alors je crois que le premier problème qui va se poser, c'est l'appareil. C'est que trouver un appareil de ces formats, c'est compliqué. C'est rare. Moi j'ai eu la chance de tomber dessus sur le bon coin, donc voilà, là je passe un message aussi, mais il faut consulter, il ne faut pas hésiter à regarder les petites annonces. J'ai eu la chance de tomber là-dessus pour un prix relativement modique. Ensuite les objectifs, etc., c'est des choses qu'on trouve au fil du temps, mais il y a de très bonnes optiques de reproduction, de bandes de reproduction, de sérigraphie, de choses comme ça, qui sont de très bonnes factures de grands fabricants, Rodenstock, Schneider et autres, et qui couvrent ce format et qu'on peut trouver donc pour des prix intéressants. Moi c'est des optiques aussi d'aviation, donc de cartographie et autres que je trouve, qui sont aussi à des prix abordables, qui datent de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Première Guerre mondiale pour certains. Et puis ensuite d'autres optiques qui couvrent le format, qui datent un petit peu aussi, qui sont pour certaines plus chères. Voilà, il y a tous les prix. Il y a un marché pour ça, il faut le savoir, donc il y a une surenchère un petit peu qui se crée. Mais il y a moyen de trouver pour pas trop cher. Pour ce qui est des consommables, des plans films, etc. Donc moi, comme j'expliquais, je travaille avec comme plan film, c'est essentiellement du papier photographique au format 40-50, que je recoupe un petit peu pour être vraiment pile poil. Mais voilà, ça veut dire que je peux faire avec une boîte de 50 papiers photographiques Ilford RC, en brillant, voilà, je fais 50 photos, ça me sert de 50 plans films à moindre coût quand même. Ça reste des boîtes qu'on trouve, que j'ai trouvées pour moins de 100 € en neuf, sans problème. Donc ça veut dire qu'on est à 2 €, on va dire, du plan film, en comparaison d'un vrai plan film transparent chez Ilford en panchromatique, où on doit tourner, je sais pas, quasiment, je ne veux pas dire 10 € le plan film. Utile pour la prise de vue de toute façon. Donc une petite cellule à main tout simplement. C'est même pas un spotmètre, là je vais faire la mesure à la main comme ça. Hop, une petite loupe de visée qui me servira pour venir chercher la netteté sur le grain du dépoli. Donc voilà, c'est tout simple. On va dire que ça c'est deux des éléments principaux à ne pas oublier quand on travaille à la chambre. Un petit niveau, léger, mais qui est nécessaire pour vraiment le faire un bon appoint sur la chambre. Vraiment ça va me donner, si je suis parfaitement horizontal, bien calé, en avant, en arrière, sur les côtés, là c'est parfait. On est quasiment paré pour faire au moins le cadrage, tentative de cadrage et une mise au point adéquate. Et donc là, si vous voulez passer en dessous, donc voilà, là on voit déjà un monsieur qui se balade. Pardon. Voilà, et donc la mise au point se passe par les molettes qui sont sur les côtés ici, tout simplement. Ce qui m'a servi pour le tirage. Donc on peut faire la mise au point sur le personnage ici. Voilà. Là je récupère la netteté. Et je vais être obligé de diaphragmer énormément si je veux récupérer de la profondeur de champ. Ça c'est le problème avec les très grands formats et les optiques très lumineuses. C'est qu'il faut diaphragmer énormément. Donc là je vais être dans des diaphes peut-être jusqu'à f128 ou quelque chose comme ça pour récupérer un minimum de netteté. Et je ne serai pas encore tout à fait net à l'arrière-plan, même à des diaphes très fermés comme ça. Après avoir fait les différents réglages de mise au point et de cadrage, il va falloir charger les plans films qui sont donc contenus dans ces grands châssis en bois. Alors Renaud l'a expliqué, il utilise du papier photo directement qu'il va ensuite tirer par contact. Donc c'est un négatif papier et ensuite il va pouvoir le développer directement sous lumière rouge parce que c'est un papier qui est pour le coup pas sensible à la lumière rouge, voire développer son négatif et ensuite le tirer par contact directement par transparence. Le format est tel que finalement le tirage par contact ne pose aucun problème.
Pour le coup, les temps d'exposition sont relativement longs, donc là on va utiliser un timer et tout simplement un bonnet en termes d'obtuateur. Donc, à partir du moment où on va enlever le bonnet, on va avoir le film qui va être exposé, le papier qui va être exposé, et eh bien il va falloir un temps de plusieurs secondes pour pouvoir exposer correctement le papier et avoir un négatif. Ce qui était pour moi le plus impressionnant dans le fait de voir Renaud pratiquer l'ultra grand format, c'est d'avoir l'image qui apparaît directement sur l'énorme verre dépoli de la chambre, puisqu'on a réellement son image finale. Alors bien évidemment celle-ci est inversée, mais en termes de format, on est exactement sur l'image que vous allez obtenir. Comme on va procéder par tirage par contact, eh bien l'image que vous voyez dans la chambre pendant que vous composez votre image a exactement la même taille que l'image que vous allez avoir après développement de votre négatif et son tirage sur papier. Ce qui est intéressant avec cette pratique de l'ultra grand format, c'est les images qu'on a à la fin qui sont d'un détail qui est impressionnant, et il y a une impression esthétique qui est très différente des négatifs et des images qu'on peut avoir avec des formats plus petits. Alors bien évidemment c'est une pratique qui est encombrante, qui demande de se poser et qui demande d'avoir une routine de mise en place qui est assez exigeante, mais je pense qu'une fois que c'est acquis, quand on voyait Renaud travailler, une fois que c'est acquis, je pense que c'est juste la pratique et c'est un petit peu le métier qui rentre, et honnêtement je pense que ça vaut le coup de s'encombrer avec tout ce matériel quand on voit les images finales. Écoute Renaud, merci d'avoir partagé avec moi et avec nous un peu ta pratique photo qui, moi quand je l'ai découverte, en tout cas quand tu m'en as parlé la première fois, j'étais assez... pas abasourdi, mais disons dubitatif, pas dubitatif, en tout cas assez admiratif de l'effort, parce que là pour le coup, dans le principe de la slow photographie, on est vraiment dans ce principe-là où chaque prise de vue prend plusieurs minutes à réaliser, donc ça oblige à réfléchir à ses cadrages, à ses sujets, etc. Il y a un endroit, je sais pas, où on peut voir ton travail ou... Pas spécialement. Non, je suis quelqu'un de très discret, mais vraiment à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a... se contenter des quelques photos qui seraient mises dans cette vidéo. Exactement, les expositions se font très très rares aussi, je suis pas du tout sur internet non plus, ni Facebook, ni quoi que ce soit. C'est vraiment une volonté... 100% argentique. C'est 100% argentique, puis vraiment une volonté d'une pratique, mais à titre personnel, c'est une sorte d'exutoire tout simplement. C'est un plaisir personnel que je partage avec mes proches aussi, et je fais des expositions de temps en temps, mais ça reste rare, quoi. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de je t'en prie. parler de ça. Je t'en prie.